Coucou. Bienvenue sur la chaîne qui est Chouette. chaîne dédiée au service de la donnée. La semaine dernière, chez Microsoft, on a eu l'Innovation Data and AI Day. Lors de cette occasion, notre équipe de choc, Frédéric Gisbert et Romain Casteres, tous les deux Cloud Solution Architects, nous ont présenté le real-time au sein de Microsoft Fabric. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Eh bien, avec plaisir. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est rappeler un peu comment on faisait du temps réel aujourd'hui avec les services Azure, donc les services globalement Microsoft. Vous voyez sur le graphique que l'on a projeté, on savait déjà faire du temps réel. Donc c'est bon, on avait toutes les briques pour faire du temps réel. Par contre, aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à provisionner, beaucoup de services à configurer, à les interconnecter entre eux, les règles des firewalls, les réseaux, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de services à provisionner avant même de faire un projet de data et de capture de la donnée. On pouvait aussi s'appuyer sur pas mal de tiers, donc des éditeurs tiers ou des partenaires Microsoft, des choses qui reposaient généralement aussi sur de l'open source. Donc on peut en citer des Bezium, des Kafka qui sont assez connus dans ce monde, ou peut-être du Flink ou du Spark. On avait aussi des acteurs tiers qui avaient leurs propres services managés sur lesquels on pouvait aller s'interconnecter. Et on avait de l'hybridation, c'est-à-dire des partenaires qui, au-dessus de la solution open source, venaient y ajouter leur propriété intellectuelle pour justement packager un service natif sur lequel on allait pouvoir se connecter. Mais tout ça est de fait en transformation et on a justement créé une nouvelle plateforme qui maintenant va être complètement intégrée. Et je pense que Romain, tu vas nous en dire plus? Alors, en effet, et tu as mis en exergue le fait qu'il soit parfois, ou même trop souvent aujourd'hui, un peu complexe de mettre en œuvre des solutions de real-time. Je me souviens, à titre d'exemple, qu'il y a 10 ans au Tech Days, j'avais créé une architecture où j'analysais les réseaux sociaux. Et là, dans une architecture qui était IaaS, on avait créé des clusters HD Insight, des bases de données HBase, Hive, on avait utilisé le framework Apache Storm. Bref, c'était quand même assez complexe à mettre en œuvre. Il m'avait bien fallu, ou si je devais le refaire, je pense bien 2 semaines pour le refaire. 2 ans après, on a créé une architecture d'analyse des réseaux, du réseau Vélib. Et donc la consommation, l'usage des vélos dans Paris. Et là, on a créé une architecture plutôt PaaS, donc avec le service Azure Stream Analytics, et ça nous avait pris un peu plus. Bref, c'était beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, j'estime peut-être une bonne journée si je devais recréer l'architecture. On va voir qu'avec Microsoft Fabric, on va au-delà, puisque c'est une offre SaaS dans laquelle on va limiter la fragmentation des données. On va avoir toutes nos données au même endroit, qu'elles soient des données en mouvement ou des données statiques. On va rendre accessible avec des outils peut-être des fois low-code, no-code, ingérer les données en temps réel, limiter les silos des données, notamment avec les shortcuts, on va pouvoir partager la donnée à différents endroits. On va voir que l'intégration de cette real-time intelligence s'intègre totalement dans l'offre unifiée. Et on a bien évidemment nos copilotes qui vont nous faciliter la compréhension et l'usage du service, nous faciliter les développements et même nous donner des insights qu'on n'aurait pas forcément découverts. Alors, dans cette plateforme unifiée, on a d'abord la couche de stockage. Donc, les données sont sauvegardées dans notre fameux OneLake. Et pour les données qui sont en mouvement, on a le Real-Time Hub. Donc, au même titre qu'on a le OneLake Hub pour avoir une vue d'ensemble sur les données statiques, on a maintenant le Real-Time Hub pour les données en mouvement, avoir une vue globale sur les données en mouvement. Donc, toutes les données en mouvement convergent dans ce Real-Time Hub. On a au-dessus différentes expériences, différents workloads pour traiter, enrichir la donnée et l'analyser, et notamment ce Real-Time Intelligence, dans lequel on va voir différents nouveaux objets qu'on va pouvoir créer au-dessus de nos workspaces. Le premier étant le Event Stream, donc ce qui va nous permettre de capturer, enrichir, transformer la donnée qui est en mouvement pour après la pousser dans différentes destinations. Et une de ces destinations peut être l'Event House, une base de données vraiment côté time series, où on va pouvoir analyser les données au fur et à mesure qu'elles arrivent, avec notamment le langage KQL, Custo Query Language. Et alors, si on n'est pas très familier avec le KQL, on peut demander à nos copilotes qui nous facilitent le développement ou la découverte d'informations. Et de ces requêtes KQL, on va pouvoir les épingler dans des dashboards interactifs qu'on appelle les real-time dashboards, créer des triggers pour éviter d'être toujours derrière notre dashboard et être alerté de certains événements. D'ailleurs, on peut créer des événements au-dessus d'objets de fabrique, mais aussi à l'externe. Par exemple, un fichier qui arriverait sur un blob storage, ça peut créer un
workflow et du coup de créer des workflows event driven action pour interagir avec des outils aussi bien dans Microsoft Fabric qu'à l'externe. Ok, top tout ça. Du coup, si je fais un bref résumé, on avait au tout début du IaaS où c'était possible de faire du real-time, mais c'était ultra compliqué. Ensuite, le pass est venu, ça a simplifié certaines choses, mais comme Frédéric, tu l'as dit, il y avait toujours cette interaction entre les différentes composantes sur Azure, par exemple, via les firewalls et ainsi de suite. Et pour finir, Microsoft Fabric vient simplifier tout ça avec sa solution SaaS et en quelques clics boutons, on a notre architecture qui est beaucoup plus simplifiée. Mais une petite question m'interroge. Romain, tu avais dit que tu as l'event ingestion qui va déposer la donnée dans les bases KQL. Est-ce que c'est le seul moyen de venir interroger ces données via le KQL ou est-ce qu'on a d'autres moyens? Alors, on va avoir d'autres moyens, puisque une des destinations peut être l'Event House, mais on a d'autres destinations. Pourquoi pas les sauvegarder directement dans un lakehouse? Je crois que Fred nous montrera une démo en ce sens. Là, je vais montrer une démo là qui va suivre où je charge certes dans un Event House, mais après, on a la capacité de créer des shortcuts sur ces données-là à partir d'un lakehouse, ce qui ouvre le champ des possibles pour requêter ces données-là avec des notebooks, avec du SQL, finalement, avec les outils qu'on maîtrise le mieux. Passons à la démo. Alors, j'ai recherché un jeu de données. Habitant dorénavant en Bretagne, je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose qu'on a un peu plus que ce qu'on avait en région parisienne. Alors, Bah, Romain, je crois que c'est la pluie, c'est ça? non, c'est pas la pluie ni les Ah, tempêtes, c'est le soleil. Et alors, comme je suis pas sûr que tout le monde me croit, j'ai eu l'idée de créer cette démonstration qui est donc l'analyse en temps réel de la production d'énergie à partir de panneaux solaires et donc en Bretagne. Donc, pour vous prouver qu'il y a bien du soleil en Bretagne, j'ai demandé à mon manager de passer en note de frais l'achat de panneaux solaires. Donc, comme il est très généreux, j'ai acheté ces panneaux solaires. J'ai une passerelle qui me permet de requêter en temps réel la consommation de ma maison, mais aussi la production de ces panneaux solaires. Et on va donc créer en moins de 8 minutes cette architecture ensemble où je vais pouvoir requêter cette passerelle de deux façons, soit avec une REST API, soit à partir de mon réseau local. Et j'ai décidé là plutôt d'utiliser du code Python et le réseau local parce que la REST API est limitée en nombre d'appels par minute. Donc je vais pousser en temps réel la consommation, la production d'énergie dans un event stream pour après les insérer dans un event house, après les avoir enrichis. On va créer ensuite des rapports Power BI, des requêtes KQL, utiliser le copilote. Regardons ça. Alors, ici, on voit les différents panneaux solaires. Donc, j'en ai 8 pour une production d'environ 3 kW crête. J'ai ici créé dans Azure une capacité Microsoft Fabric. On peut voir qu'elle est en pause. Non, qu'elle est en start, justement. Donc, on peut la mettre en pause, on peut la scaler suivant nos besoins. Je suis ici maintenant dans le portail Microsoft Fabric. J'ai créé un workspace et je vais donc rattacher ce workspace au-dessus de ma capacité que j'ai créée. Ici, avec les TaskFlow, on va avoir une vue finalement high level des différentes tâches qu'on va pouvoir effectuer suivant ce qu'on a envie de construire. Ici, j'ai envie de construire une architecture event analytique, donc il me propose un certain nombre de tâches. Bien évidemment, on va pouvoir les adapter, ces tâches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose les items pour chacune de ces tâches. En l'occurrence, la première étape, c'est capturer les events et du coup, je vais utiliser pour ça un event stream. Ce qui est intéressant, c'est que sans quitter l'interface Microsoft Fabric, je vais pouvoir créer un custom endpoint et donc envoyer mes événements en temps réel. Alors, on aurait pu ici aller chercher des données issues d'Event Hub, issues d'IoT Hub ou encore d'événements Microsoft Fabric internes ou encore du CDC de SQL Database. Bref, on a pas mal de possibilités. En l'occurrence ici, je souhaite créer un custom endpoint pour avoir un point d'entrée que je vais pouvoir fournir à mon code Python pour envoyer en temps réel ces événements. Une fois que mon event stream est publié, je vais pouvoir consulter les chaînes de connexion. Vous voyez qu'on peut interagir avec l'AMQP, le Kafka, mais ici on a les clés pour pousser les différents événements. Alors le code Python est disponible sur GitHub si vous voulez le récupérer.
Donc ici, je copie-colle les clés et on voit que je vais pousser un certain nombre d'informations comme la production, la consommation, le voltage, et ce, toutes les 30 secondes. On aurait pu accélérer et envoyer plus régulièrement ces informations-là. Ok, donc on voit maintenant que les données sont envoyées et transmises à mon event stream. Donc on va pouvoir directement en live les analyser et donc flaguer en temps réel leur structure pour avoir une idée des événements qui arrivent. Maintenant, on va vouloir enrichir ce flux. Et donc, pourquoi pas l'enrichir d'autres informations, d'autres données, ou encore les filtrer. Donc ici, je vais d'abord filtrer les données pour avoir des événements concernant ma colonne timestamp qui ne seraient pas vides. Deuxième étape, pourquoi pas transformer certains champs, pourquoi pas supprimer certains champs qui ne seraient pas utiles. Je vais avoir toute cette possibilité-là. Et on voit qu'on est dans une interface ici où j'ai pas à coder une seule ligne de code. Donc ici, je supprime 2 colonnes, timestamp, ok. Et alors, une fois que j'ai fait ce flux, la prochaine étape, c'est les sauvegarder dans une destination. On va voir différentes destinations possibles, l'une d'entre elles étant cette base de données EventHouse. Je reviens donc dans mon flux de tâches et je peux ici aller créer cette base de données EventHouse qui n'existe pas encore. Donc c'est une base de données dans laquelle on va pouvoir créer une ou plusieurs tables. En l'occurrence, aucune table n'existe encore, donc je vais pouvoir utiliser l'interface graphique ici pour la créer directement. Donc ici, création d'une nouvelle destination, une nouvelle table. Et encore une fois, je précise le format. C'est publié. Je vais pouvoir monitorer le stream. Je vais pouvoir visualiser les données qui arrivent en temps réel, détecter potentiellement s'il y a des anomalies dans la partie Data Insight. Maintenant que les données arrivent dans ma base, regardons justement ces données. Donc je vais pouvoir rentrer dans ma base EventHouse, regarder dans ma table Energy Event s'il y a déjà des événements qui ont été insérés. Donc ici, j'ai une prévisualisation des événements. Ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on va travailler avec des requêtes KQL, c'est qu'on va plutôt créer des query sets, ce qui va nous donner un environnement un peu plus complet finalement pour développer et interagir avec nos données. Donc encore une fois, je peux faire des requêtes ici. Je peux aussi épingler certaines de ces requêtes dans un dashboard qu'on verra tout à l'heure, ou encore directement créer un rapport Power BI. Alors ici, j'utilise le copilote. En fonction de la consommation et de la production, est-ce que j'ai besoin d'acheter plus ou moins de panneaux solaires? Alors certes, on va produire de l'énergie puisqu'il y a beaucoup de soleil en Bretagne, mais en l'occurrence, ici, je consomme plus que je ne produis. Donc, selon Copilot, je devrais acheter de nouveaux panneaux solaires. Alors, on voit, et là j'ai interagi avec Copilot en français, on va voir qu'il est aussi pertinent. On va voir qu'il n'exécute pas la query. Il m'a suggéré un code KQL que j'ai pu copier, modifier, vérifier avant d'exécuter. En l'occurrence, ici, j'analyse la consommation et la production dans le temps. Il est assez intelligent pour détecter le fait que j'ai bien une dimension date. Alors, passons à la création ici d'un dashboard real-time. Donc à partir de ces différents requêtes KQL, j'ai pu créer ce dashboard en temps réel et on voit qu'on peut interagir avec lui, qu'il est automatiquement rafraîchi, qu'on va pouvoir créer des paramètres pour rendre totalement interactif et créer des alertes aussi. On verra les alertes un peu plus tard. Ici, je suis dans la partie EventHouse et j'active le fait de rendre disponible cette table énergie depuis ce lakehouse disponible les données de ma table EventHouse. Ce qui va nous permettre aussi là de faire beaucoup de choses, les corréler à d'autres flux de données. Pourquoi pas créer un rapport Power BI en direct sur ces données-là. Donc ici, je crée le shortcut sur ma table EventHouse.
je peux les visualiser. Si je retourne dans la partie reporting, j'ai créé ici un rapport qui me donne mon indépendance énergétique en fonction de ce que j'ai importé, produit, consommé, exporté. Oui, parce qu'il y a des moments où finalement je consomme moins que je ne crée, donc j'en exporte un petit peu. On peut analyser à partir d'un rapport interactif ces données et même rendre interactif auto-rafraîchissant le rapport suivant ce que nous a permis l'administrateur de la capacité. Ici, on peut créer des alertes au-dessus de certaines données de mon rapport. Et donc ici, si je consomme trop, pourquoi pas recevoir un message par SMS sur Teams pour être alerté, ou pourquoi pas lancer des workflows en fonction. Ouais, je suis agréablement surpris, à vrai dire, par la simplicité de la mise en œuvre de l'architecture et même de toute la partie mise en place jusqu'au rapport Power BI que tu nous as montré avec les shortcuts. C'est vraiment agréable et très facile, je trouve. Mais tu as parlé de détection. Ça peut être compliqué, ça, non? Alors justement, on a annoncé en sneak peek, donc on n'a pas encore accès à la preview, mais ça devrait pas tarder. Depuis KQL, on va avoir des algorithmes à disposition pour détecter les anomalies à partir de nos données, et donc ce sera encore plus rapide de créer ces alertes en fonction d'anomalies automatiquement détectées. Super, Romain. Merci pour la petite surprise à la fin sur la détection. Mais on a parlé d'intégration avec d'autres partenaires. Est-ce que c'est compliqué, ça? Frédéric, je crois que tu es là pour répondre à cette question, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a parlé de ça au début et c'est aussi une des grosses annonces qu'on a fait lors de notre événement Microsoft Build. Aujourd'hui, vous allez avoir accès dans le hub temps réel à un ensemble de partenaires, de connecteurs partenaires mis à disposition par Microsoft qui vont vous permettre justement d'étendre le champ des possibles avec ce hub d'événements en vous connectant en natif chez des tiers avec des connecteurs spécifiques et ça va vous permettre d'intégrer pas mal d'informations directement dans la plateforme. Alors aujourd'hui, on a voulu mettre en avant un des partenaires, donc il y a beaucoup de partenaires, mais un des partenaires majeurs qui est aujourd'hui Confluent, donc c'est une plateforme qui est basée sur Kafka. Et on a annoncé en public preview, donc vous allez voir, vous allez pouvoir le tester vous-même. On a annoncé en public preview la mise à disposition du connecteur qui va permettre de connecter la plateforme Microsoft Fabric avec Confluent Cloud et tous les hubs d'événements qui sont à disposition dans Confluent Cloud. Donc juste pour matérialiser un petit peu cette approche et en quoi elle peut venir agréger de nouveaux services au-dessus de la plateforme Fabric. Imaginez aujourd'hui la plateforme Fabric comme un data hub qui a été positionné dans l'entreprise avec des connecteurs sur les sources de données de l'entreprise, qu'elles soient on-premise, chez d'autres clouders, qu'elles soient sous la forme d'intégration, TLELT, qu'elles soient sous la forme de shortcut, de mirroring. On a plein de façons d'intégrer justement ce data hub au sein de l'entreprise. Et bien maintenant, on va pouvoir étendre ce data hub avec des connecteurs natifs, par exemple chez Confluent, et qui lui-même apporte un ensemble de connecteurs qui va lui permettre aussi d'aller capturer des événements sur pas mal de sources de données. Donc vous voyez, en agrégeant ces deux mondes et en simplifiant la connexion entre ces deux mondes, on va avoir accès à beaucoup d'informations dans l'entreprise qui proviennent de l'intérieur de l'entreprise ou de l'extérieur de l'entreprise. Donc là, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration. Donc sur cette démonstration, on va tout d'abord aller créer un environnement, donc un cluster directement dans l'offre Confluent. Donc ce serveur cluster va être régionalisé. Donc on a fait le choix de déployer ce cluster plutôt en France, dans une région Azure en France. Vous allez accéder assez facilement à toutes les informations de ce cluster Kafka. Donc nous, il va nous falloir des API pour se connecter. Donc on va aller créer des clés API. On va aller rechercher tous les endpoints qui sont exposés, donc le serveur de Bootstrap qui va nous permettre de connecter dessus, et certaines aussi informations sur le débit de ce cluster d'événements. Pour ceux qui connaissent un peu Azure Event Hub, on va aussi aller créer des topics. Bien évidemment, on va gérer nos connexions par topic. Donc là, on a créé un topic Fabric sur lequel on va aller envoyer un certain nombre d'événements et un certain nombre d'informations. Donc là, vous voyez par exemple un message qui va être envoyé directement sur le connecteur. Donc là, on parle vraiment de
connecteurs. Et c'est là où c'est très fort de connecter ces deux mondes Fabric et par exemple Confluent Cloud, parce que cette plateforme va apporter aussi un certain nombre de connecteurs. Et quand vous allez voir, en faisant un add connecteur, on a accès à beaucoup d'informations, beaucoup de connecteurs, dont un connecteur qui est le sample. Donc là, on va aller juste créer une injection de données exemples qui sont liées à des achats directement sur le topic Fabric. Après, on va avoir accès à notre data portal qui nous fait une map de l'ensemble des environnements, l'ensemble des topics qui sont à notre disposition et de fait l'ensemble des informations qui vont pouvoir être gérées par ce cluster. Donc là, on va mettre de côté notre Confluent avec le type de message et on va aller se loguer sur notre persona Microsoft Fabric sur un aspect temps réel. Donc là, on va choisir justement le persona temps réel dans la page d'accueil de Microsoft Fabric. Vous allez voir que dès que l'on est sur ce persona, on a accès à l'ensemble des informations, des artefacts qui peuvent être créés directement dans ce persona. Donc là, on va tout d'abord se loguer sur un workspace. Donc là, j'ai un workspace dans lequel j'ai déjà certains artefacts qui ont été créés. Je vais sélectionner un flux de tâches, donc une sorte de macro-architecture logique qui permet de documenter un peu ce flux de données. Romain, tout à l'heure, était axé temps réel événementiel. Aujourd'hui, on va être axé temps réel, mais plutôt sur une architecture lambda avec une zone de données chaude et une zone de données froide. Et on va voir que ça nous permet après de catégoriser les différents artefacts que l'on crée dans notre workspace. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est ce fameux hub temps réel sur lequel maintenant on va retrouver l'ensemble de nos informations. Donc là, vous voyez, il y a des artefacts qui ont été créés, il y a déjà des streams qui existent, il y a déjà des bases de données time series qui existent, mais il y a un nouveau bouton là-haut qui est apparu, qui est le Get Event. Et sur ce Get Event, vous allez avoir accès à tous les connecteurs partenaires qui vont être intégrés sur Microsoft Fabric, dont notre connecteur qui va nous permettre de connecter Confluent Cloud directement à Microsoft Fabric. Donc là, les différentes informations qui nous ont été données par l'interface Confluent tout à l'heure vont nous permettre de créer la connexion. On va aller chercher et renseigner le serveur de Bootstrap. On va aller chercher et renseigner notre clé d'API pour connecter les deux environnements de cloud de la façon la plus sécurisée possible. Rappelez-vous que les deux sont régionalisés. On peut très bien avoir un Confluent Cloud en France centrale et une capacité Fabric qui a été déposée aussi en France centrale. Donc les deux vont nativement communiquer, mais dans la même région Azure. Donc là, on va aller directement dans notre workspace. J'aurais pu directement passer par le hub et je vais aller ouvrir un stream. Un flux de stream que j'ai déjà pré-créé. Vous allez voir que sur ce stream, on voit la source d'information, qui ici est le Confluent Cloud, et les différentes destinations sur lesquelles on va aller, dans lesquelles on va aller injecter les différents événements. Donc là, on va avoir la tâche de stream qui est connectée sur le connecteur Confluent. Vous voyez qu'on est en streaming. Notre stream va nous permettre de prévisualiser les différentes informations. J'ai une source, vous voyez à gauche, qui est en JSON. Je récupère mon événement en JSON et je vois l'ensemble des informations qui sont envoyées depuis mon compte de Cloud Confluent directement dans ma plateforme Fabric. Je vais pouvoir derrière la filtrer. Je vais pouvoir avoir différentes branches de sortie. Je peux avoir plusieurs branches de sortie sur un même stream. Par exemple, ici, la première branche de sortie va être un lakehouse. Donc, je vais aller déposer les données dans un lakehouse de la façon la plus raw, la plus native des événements, ou peut-être créer des flux dérivés. Je vais pouvoir modifier tout ça à ma guise, comme l'a fait un peu Romain tout à l'heure. Et une des tâches qui est aussi sympa, c'est les tâches que l'on appelle plus des tâches de complex event processing, de fenêtrage, qui vont permettre d'agréger, par exemple, les événements sur des fenêtres. Ici, une tumbling windows, des fenêtres d'un quart d'heure. On va agréger les choses sur un quart d'heure, peut-être pour faire des sommes, pour faire des agrégats, des choses moyennées. Et on va pouvoir ainsi avoir un flux de données qui est routé en natif, par exemple sur le Lakehouse, et un flux de données qui est agrégé et qui va être routé sur un flux dérivé que l'on pourra réutiliser derrière. Donc là, vous voyez les différentes destinations, ce fameux flux dérivé, cette tâche réflexe pour déclencher des choses à l'arrivée d'un événement, etc., etc. Donc rappelez-vous de ce flux dérivé, c'est aussi quelque chose qui vient d'apparaître et qui a été annoncé et qui est assez intéressant pour une réutilisation des flux dans le hub d'événements. Vous voyez ici, on est connecté à un lakehouse, donc je vais envoyer mon flux filtré directement sur mon lakehouse sous la forme d'une table delta. Je vais pouvoir lui dire le nombre de lignes que je peux avoir par fichier directement dans mon lakehouse.
et le nombre et la durée aussi de capture d'événements que je peux avoir par fichier. Cela va me permettre aussi d'optimiser un petit peu les différents stockages dans le Lakos. Je vais aussi avoir accès à un notebook qui est pré-créé qui va vous permettre de compresser la table et d'optimiser la table. Donc une fois que le flux ici est publié, il y a un petit paramétrage que vous pouvez voir aussi, qui est la capacité de ce flux. Donc ça, c'est important à voir. On l'a vu tout à l'heure dans Confluent, mais on peut mapper aussi les deux capacités des clusters en termes de débit et de capture d'événements. Donc là, si je reviens un petit peu sur mon workspace, j'ai mon task flow dans lequel je vais venir organiser mes éléments. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller catégoriser mon flux de streaming directement dans ma tâche de réception, et si j'ai un dashboard, je vais pouvoir aller le catégoriser dans la brique de dashboarding. Donc tout ceci permet une organisation assez claire et nette au-dessus de notre workspace pour une documentation facile du projet qui est porté par le workspace. Donc là, maintenant, on va revenir un petit peu sur notre workspace. Vous avez vu tout à l'heure, on a routé en fait les événements dans un Lakos. Vous avez vu qu'on a routé les événements dans un Lakos, dans un workspace qui est différent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut avoir un routage sur des workspaces différents suivant les informations. Donc là, je récupère ma table Delta. Je vais pouvoir aussi aller voir les fichiers sous-jacents de ma table Delta qui vont être des fichiers donc parquet Delta, avec mon log de transaction Delta, l'ensemble des fichiers parquets qui sont documentés et accessibles directement dans mon Lakos. Donc je peux revenir après sur mon flux et organiser tout mon flux comme je veux. Donc là, on a eu un exemple de bout en bout sur quelque chose qui provient d'un tiers via un connecteur sous maintenance Microsoft qui permet de se connecter à un tiers. On injecte des informations dans la plateforme Fabric et on peut avoir différents flux de routage et même créer des sous-flux de flux directement dans Fabric grâce à notre hub temps réel. Génial, merci Frédéric. C'était encore une fois assez simple à mettre en place, c'était assez cool. Mais si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de refaire tout ce que tu viens de faire, c'est possible ou pas? Alors justement, il y a deux super offres. La première, c'est côté Confluent. Vous avez vu qu'il est possible d'activer un triol, en fait, de créer un cluster de triol, d'activer un flux avec des exemples, comme on l'a fait dans notre exemple. Et de l'autre côté, vous pouvez activer aussi le triol, donc la version d'essai de Microsoft Fabric sur 60 jours, qui va vous permettre justement de connecter les deux clouds et de commencer à vous amuser avec cette collecte d'informations et à découvrir techniquement comment en fait fonctionne ce nouveau hub temps réel dans Microsoft Fabric. Bah top les gars, je suis vraiment encore impressionné par cette simplicité de mise en œuvre, de mise en place. Je suis aussi surpris qu'il y ait beaucoup de soleil en Bretagne, merci Romain, c'était assez agréable. Du coup merci. Merci pour tout cela et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. À bientôt. À bientôt. À bientôt.